à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo et nouvelle catégorie de vidéos, puisque j'ai décidé cette année finalement de vous partager une petite idée que j'avais depuis un petit moment. C'est-à-dire de vous partager certaines notions qui seront dans une vidéo. Comme là aujourd'hui, comme vous avez vu, on va parler de la motivation. Donc c'est-à-dire que toute cette vidéo va être dédiée à la motivation. Il y aura d'autres fois où je vais vous parler peut-être des émotions, de l'affirmation de soi, un petit peu des sujets dont moi j'ai aussi envie d'approfondir. Alors j'ai particulièrement relevé un auteur qui parlait d'une définition de la motivation. Alors il s'appelle Fabien Fenouillet, donc en 2012 il disait que la motivation c'était une force intra-individuelle qui peut avoir des déterminants internes et externes, donc c'est-à-dire soit ça va être une motivation qui provient de moi-même, soit une motivation qui provient de l'environnement et qui permet d'expliquer ce qu'il dit, c'est la direction, le déclenchement, la persistance et l'intensité du comportement et de l'action. Quand il dit que c'est un déclencheur, que ça permet finalement une intensité, une persistance dans le comportement, en fait finalement c'est des notions qu'on recherche dans la motivation. Quand on dit oh je suis pas motivée, ça veut dire que je suis pas à fond dedans, je donne pas assez d'énergie, il n'y a pas un déclencheur dans mon comportement. Il y a une théorie, alors je sais plus exactement le nom de cette théorie, je vous le dirai là, mais cette théorie dit que la motivation finalement elle se déroule sur une échelle continue en fait. On a dans un premier temps en bas ce qu'on appelle la motivation, et là c'est le fait finalement de ne pas ressentir de motivation. On ne ressent pas de motivation et en fait c'est parce qu'on ne se sent pas capable d'assumer finalement les conséquences entre autres de nos comportements ou de nos actions. Donc là c'est vraiment le fait de ne pas ressentir du tout de motivation. Donc dans un deuxième temps on a la motivation externe ou aussi dite extrinsèque. En fait c'est finalement la motivation qui va être liée à l'environnement. C'est par exemple on va nous dire si tu fais tes devoirs tu auras ton dessert préféré par exemple. Finalement c'est une motivation qui vient de l'extérieur et c'est pour ça qu'elle est dite externe. Il faut quand même qu'il y ait certaines modalités dans le sens où il faut que ce soit quelque chose qui motive réellement le comportement. Et donc la dernière motivation qu'on a juste au-dessus c'est la motivation interne ou la motivation dite intrinsèque. En fait, d'après ce que j'ai lu, c'est la motivation qui est la plus pertinente parce que finalement elle vient de nous-mêmes, elle vient de soi. C'est assez personnel et ça nous permet finalement d'avoir du plaisir à émettre un certain comportement, une certaine action dans le but par exemple de développement personnel ou autre. Et donc c'est celle qu'on recherche en général à avoir, c'est quelque chose qui vient de nous-mêmes. La différence avec la motivation extrinsèque ou externe, c'est que la motivation interne, elle n'a pas d'attente. Quand on me dit si tu fais tes devoirs et tu auras un dessert, finalement moi j'ai une attente, c'est que une fois que j'ai terminé mes devoirs, je veux mon dessert. Dans la motivation interne, ça se passe pas comme ça, c'est je fais mes devoirs parce que c'est moi qui décide de le faire, parce que j'ai un plaisir à le faire. Et en général, la littérature dit qu'il n'y a pas d'attente vis-à-vis de ce comportement-là qu'on aimait, mais il y a quand même des choses qui se passent en nous, parce que finalement il y a potentiellement un plaisir. Il y a aussi le développement de certaines compétences, une autodétermination qui est assez présente aussi, et finalement pour nous c'est perçu aussi comme des récompenses. Dans un premier temps, je trouve que c'est intéressant de se poser la question finalement mais pourquoi on n'est pas motivé. Là je parle dans le cadre scolaire, donc si par exemple vous êtes dans une filière, dans une licence d'histoire et que vous n'êtes pas motivé à réaliser, que vous n'êtes pas à fond, que vous ne suivez pas un cours ou que vous n'avez pas envie de bosser, la question aussi à se poser c'est est-ce que ça vous plaît vraiment? La filière où vous êtes, peut-être du coup le travail ou même bien l'orientation que vous avez choisi de faire, est-ce que ça vous plaît vraiment? Et là je parle dans les études supérieures parce que quand on est au bac c'est assez difficile finalement de dire ouais ça me plaît pas, mais en fait le bac c'est assez important aux yeux parfois des parents, aux yeux de certaines autres personnes, mais si votre but c'est d'avoir le bac, je peux comprendre que certains cours ne vous motivent pas. Moi je parle du coup dans le cadre des études supérieures, pourquoi vous avez choisi cette filière et pourquoi finalement vous avez ce comportement là où vous n'êtes pas motivé. Voilà, c'est une question simple à vous poser, c'est assez personnel donc je peux que vous donner des exemples, mais
après ça va être particulier à vous. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est un conseil que j'applique très souvent lors de mes partiels. C'est tout simplement de remplacer les phrases que vous avez négatives sur vous-même par des phrases positives, même si vous n'y croyez pas. Je prends un exemple, si par exemple vous avez tendance avant les partiels ou même pendant les cours ou même en temps général à vous dire non mais de toute façon je suis nulle, je suis incapable, j'y arriverai jamais. En général ça, quand on se le dit, là je parle de mon expérience finalement, en général on ressent vachement des émotions plutôt négatives dans le sens désagréable parce que on a vraiment cette croyance là qu'on ne va pas y arriver parce qu'on se le dit. Mais est-ce que vous avez déjà essayé au moins une fois de vous dire l'inverse, de vous dire ben en fait non je vais y arriver. Là j'ai un partiel admettons demain, au lieu de me dire je suis nulle, je suis incapable, non je vais y arriver, je sais que ça va marcher, je sais que je vais y réussir. Juste le fait de se dire ces phrases là, ça peut ne pas marcher chez vous, je ne sais pas, hein, ça reste des conseils. Mais moi, chez moi, ça marche. Ne serait-ce que de me dire ces phrases, ça augmente ma croyance sur mes capacités. Et donc, je me dis, bah ouais, en fait, je vais y arriver. Et ça me donne beaucoup plus de courage et beaucoup plus de confiance en moi. Donc, je me sens beaucoup mieux finalement que si je me dis des phrases négatives, comme je les appelle, qui sont beaucoup plus dégradantes et qui risquent finalement d'alimenter le fait que vous allez vraiment pas réussir parce que vous ne croyez même pas en vous. Je sais qu'il y a une méthode, alors je sais plus exactement comment elle s'appelle, je vous le dirai quelque part, mais le fait de se répéter certaines choses, ça marche en termes de croyances et d'émotions qui sont beaucoup plus positives. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, ça serait de vous organiser. Mais c'est un conseil que je donnerais peut-être pas à tout le monde parce que je sais qu'il y a vraiment plusieurs personnalités différentes qui regardent ces vidéos, hein, ça va de soi, on est tous différents, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont très sensibles à l'organisation et d'autres qui le sont pas. Organisez-vous, mais à votre façon en fait. Parce que c'est pas moi qui vais vous dire rangez votre bureau, vous verrez, vous serez motivé, c'est faux. Peut-être que vous avez besoin d'un bureau en bordel pour pouvoir réviser, mais même dans ce bordel, vous serez organisé en fait. Donc l'organisation c'est bien, mais choisissez la vôtre. Un quatrième conseil que j'aurais à vous donner, c'est en fait de faire des pauses. C'est un truc que je faisais pas forcément lorsque j'étais en licence parce que j'avais vraiment envie de finir. Par exemple, si j'étais en train de ficher un cours, il fallait que je le finisse et après j'étais tranquille. Sauf qu'en fait, je me rends compte que la saturation était beaucoup plus importante parce que je ne faisais pas de pause. Je pouvais passer 2h30, 3h à écrire sur mon ordinateur sans faire une pause parce que je voulais le finir. Et en fait, le fait de faire une pause, ça fait du bien et ça nous permet parfois de repartir sur du bon pied. Je dis parfois parce que des fois, ça peut nous emmener à la procrastination. Je l'ai déjà expérimenté, hein, clairement. On se dit une pause de 5 minutes, on voit qu'on a un petit peu dépassé, on se dit 10 minutes, puis ensuite ça devient 20 à 30 minutes. Mais après tout, pourquoi pas? Si vous avez besoin d'une pause de 30 minutes, pourquoi pas? Si ça peut vous permettre finalement de rebondir et de reprendre vos révisions tranquillement, pourquoi pas? Mais les pauses, ça reste encore une fois selon comment vous fonctionnez. Et donc on arrive à l'avant-dernier point, ça serait de se familiariser avec le mot erreur ou alors avec le mot échec. Dès le moment où on entend ce mot erreur ou échec, en fait c'est directement associé à du négatif. C'est on a échoué, on n'a pas été capable, on a été incompétent, on se dit qu'on est nul et qu'on n'y arrivera jamais. Même si dans un premier temps vous dites ça, ok, rebondissez et dites-vous ok, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que je vais en retenir de cette erreur-là? Je trouve que c'est ça le plus important à se dire. Alors c'est très facile à dire, clairement, il y a quand même un moment où on a besoin de pleurer et de se dire qu'on est incompétent, ok, mais il y a un autre moment où il faut réussir à rebondir là-dessus pour pouvoir reprendre du bon pied, pour pouvoir se sentir mieux aussi et pour pouvoir se dire bah ok j'ai fait une erreur, mais au moins je sais que la prochaine fois je vais pas la faire. Au moins je sais que je vais en retenir. Par exemple, j'ai mis une mauvaise réponse à un exercice et au moins je sais que à l'examen ou au prochain examen ou au rattrapage, eh ben, je sais que je vais pas mettre cette réponse-là parce que je sais moi qu'elle est fausse, je l'ai expérimentée et je sais qu'elle est fausse. Donc j'ai plus de chances à mettre des réponses justes la prochaine fois. Donc finalement les erreurs ça nous prouve bien que c'est là pour, enfin elles sont là finalement pour nous remonter et pour nous rebooster, nous dire ok ben moi au moins je sais, j'ai fait cette erreur. La prochaine fois je ferai pas ça et j'aurai donc plus de chances de réussir que peut-être celui qui n'aura pas fait cette erreur. Et donc on arrive au dernier petit conseil, donc c'est pas un conseil à proprement parler, c'est en fait des petites variables qui peuvent avoir un énorme impact sur notre motivation, on s'en rend pas compte. Et par exemple le sommeil peut avoir un énorme impact sur notre motivation. Si j'ai dormi 3 heures cette nuit, je serai pas aussi motivée potentiellement que si j'ai dormi 8 heures. Le moral aussi ça y joue beaucoup, le moral, l'humeur. Après c'est assez délicat, si on se lève le matin et qu'on n'est pas forcément bien, qu'on a fait un cauchemar,
ça peut nous entraîner dans toute la journée et ça arrive à tout le monde. Dans ce cas-là, on sera peut-être pas performant ce jour-là et peut-être que demain ça ira beaucoup mieux. Donc faut peut-être pas aussi forcément trop forcer ce jour où on n'est pas bien, mais plutôt forcer le jour où on sera motivé. Il y a aussi autre chose, c'est le sport. Alors le sport, oui, c'est vrai que c'est bon pour la santé, oui, c'est un facteur protecteur pour pas mal de maladies et c'est important de le faire. Mais en fait, outre le fait que ce soit important pour les maladies, c'est énormément important pour le moral et aussi ça y joue beaucoup sur la motivation. Quand je dis sport, je dis pas à la salle, le cardio, la muscu, ça peut être aussi un sport en club, quelque chose qui peut aussi vous faire du bien et vous détendre. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est d'éviter toutes les distractions. J'ai déjà reçu plein de messages me disant mais Léa, comment tu fais pour réviser? Moi je suis toujours sur mon téléphone, j'arrive pas à le lâcher. Et moi aussi je suis assez accro au téléphone, c'est vrai, ça m'arrive de passer du temps dessus, notamment par rapport à ce que je produis sur YouTube. J'aime bien voir vos commentaires, j'aime bien vous répondre sur Instagram, mais quand je révise, non en fait. C'est quand je révise, ça peut m'arriver de l'avoir sur le bureau parce que je sais que ça va pas être un distracteur même si je reçois des messages, mais ça peut parfois m'irriter en fait et donc dans ce cas-là je sais que à ces moments-là, quand j'ai besoin de concentration, je prends mon téléphone et je le mets soit sous mon coussin, soit dans un tiroir, je l'éteins ou je le mets sur ne pas déranger pour ne pas qu'il vibre parce que ça peut vite nous sortir de nos révisions et là on a vite envie d'aller voir ce qui s'est dit sur le téléphone. C'est pas du tout un conseil que je vous donnerai. Et en fait le fait de ne pas l'avoir en visu sur votre bureau, du moins sur votre espace de travail, et ben ça aide parce que du coup on y pense moins. Alors que s'il est dans un coin de votre champ de vision, ça peut titiller un petit peu l'envie d'aller sur le téléphone et là c'est difficile après de gérer tout ça. Et donc je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à ajouter par rapport à ce que je viens de dire, n'hésitez pas à tout mettre en barre d'infos. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye.